exercices principaux. Donc, le premier exercice est le suivant. Dans le texte, vous avez le suivant. Donc, vous avez Alice et Bob qui veulent utiliser le protocole de défi Hellman pour partager une clé de session. Et cette clé qui sera utilisée comme une clé de chiffrement de César. Donc, on vous donne les valeurs. P c'est 19, Y est 13. On vous dit que le secret de Bob est 5. La valeur échangée par Alice vers Bob, ce qu'on a vu dans le cours, YA est égal à 12. Et Bob a reçu le texte chiffré suivant, donc ce qui est donné ici. On vous demande quel est le message clair correspondant. Bien entendu, pour les besoins de calcul, on vous donne ce tableau, donc, ce qui vous permet d'accélérer les calculs et d'éviter de faire des calculs supplémentaires. Donc, à partir du tableau, vous pouvez vous inspirer et ça vous permettra de pouvoir aller vite pour trouver la solution. Donc, ça, c'est la première question, donc, qui est utilisée dans l'exercice. Donc, il s'agit principalement du protocole de défi Hellman. Et ensuite, il s'agit du chiffrement de César. Et donc, il va falloir déchiffrer le message qui a été reçu. Donc, ici, résoudre le problème, c'est de trouver, bien entendu, la clé secrète qui est utilisée comme clé de chiffrement. Donc, pour trouver la clé secrète, vous êtes obligé de résoudre ce problème et, bien entendu, trouver cette clé qui est partagée entre les deux. Je vous rappelle que le protocole de défi Hellman, son but, c'est quoi? C'est de pouvoir faire partager deux interlocuteurs une clé secrète. Donc, il y a un échange de messages entre les deux et ça permettra des deux côtés d'avoir une clé secrète entre les deux partenaires. Donc, là, vous prenez les données, donc, et ça vous permettra par la suite de pouvoir résoudre ce problème. Donc, ça, c'est par rapport à la première question. Ensuite, on vous dit les deux, afin de renforcer la sécurité et éviter les attaques du protocole défi Hellman, Alice et Bob décident d'utiliser leurs certificats numériques respectifs. Ça veut dire que les deux sont en possession de certificats numériques et ils vont pouvoir l'utiliser. La question, c'est quelle est l'utilité d'un certificat numérique? Donc, ce qui vous revient un peu au cours qu'on a déjà donné, et donc ça permettra de répondre à la question dans quel sens on utilise ce certificat numérique. La question suivante, toujours avec l'usage de certificats numériques. Donc, le certificat d'Alice et de Bob utilise les chiffrements RSA. C'est-à-dire que le mécanisme de clé publique, c'est une clé publique RSA et de la même manière une clé privée RSA. Donc, on vous dit la clé publique d'Alice est 3. Par contre, le modulo, c'est 187. Et la clé de Bob, elle est 27 et le modulo, c'est 55. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qui est fait? Donc, Alice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle chiffre un message avec la clé qu'elle a choisie comme clé de chiffrement de César. Donc, tout à l'heure, c'était quoi? C'était, elle choisit une clé de César et ensuite, cette clé, comment elle est choisie? En utilisant le protocole de défi Hellman. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle choisit elle-même la clé de César et elle va chiffrer cette clé avec sa clé privée. Et elle envoie le couple chiffré, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on voit? Elle envoie le message qu'elle a chiffré avec cette clé et en même temps, elle envoie cette clé de chiffrement chiffrée avec sa clé privée. Et donc, Bob, il reçoit
le couple, donc ce message chiffré, et bien entendu la valeur de la clé, on va demander quel est le message clair correspondant. Donc, la suite, on vous dit pour plus de sécurité maintenant, Alice décide de chiffrer le message comme suite. Donc, elle va essayer d'augmenter le mécanisme de chiffrement. Donc, elle va chiffrer le message 1 avec la clé qu'elle a choisie comme clé de chiffrement de César. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chiffrer la clé choisie et chiffrer par sa clé privée. Et le résultat est chiffré par la clé publique de Bob. Et elle envoie le couple obtenu à Bob. Donc, ça veut dire qu'elle envoie le message chiffré plus la clé chiffrée. Alors, la première question, c'est comment Bob arrive à déchiffrer le message. Ça veut dire qu'il faut comprendre cette méthode, donc l'exprimer et montrer comment on doit faire les calculs pour pouvoir retrouver cette clé de chiffrement. Et on vous dit quel est l'intérêt de cette méthode. Donc, parce que cette méthode, elle change, elle est modifiée par rapport à la méthode précédente. Et donc, elle apporte un plus. Et donc, à vous de montrer quel est ce plus qui est apporté par cette méthode. Et enfin, on vous dit que si Bob reçoit le couple, celui-là, c'est-à-dire toujours avec cette méthode, quel est le message clair correspondant. Et donc ça, c'est par rapport à je dirais, à cet exercice. Et donc, dans cet exercice, ça veut dire que on va commencer par la première question. Donc, j'y reviens pour que vous puissiez faire les calculs nécessaires. Et voilà, donc vous avez toutes les données. Donc, il faut retrouver le message clair. Alors, pour retrouver le message clair, vous êtes obligé de trouver la clé. Une fois que vous trouvez la clé, vous pouvez facilement trouver le message clair. Et donc, ici, dans cette question, on va dire, il y a une étape préliminaire. Avant de trouver le message clair, vous êtes obligé de trouver la clé. Et donc, ici, quelle est la clé? La clé n'est autre que le résultat de, je dirais, du protocole de Diffie-Hellman. Donc, si vous connaissez le protocole de Diffie-Hellman, vous avez tous les ingrédients ici pour pouvoir le trouver. Bien entendu, ce n'est pas Diffie-Hellman, je dirais, direct. Pourquoi? Parce que dans le truc de Diffie-Hellman direct, c'est ce qu'on a. On a le secret de Bob et on a le secret de Alice. Là, à vrai dire, on a changé les choses. On ne vous a pas donné le secret d'Alice. Ce qu'on vous a donné le message qui est envoyé par Alice vers Bob. Et ce message, il a une certaine forme. Ça veut dire que à partir de ce message, on peut facilement trouver le secret d'Alice. Pourquoi? Parce qu'on vous a donné déjà ce tableau ici qu'il faut exploiter. Donc, ce tableau-là, quand vous allez l'exploiter, ça vous permettra de retrouver là le secret de Alice. Une fois que vous avez le secret d'Alice, vous avez le secret de Bob. La clé, vous pouvez la calculer et la déduire directement. Donc ça, c'est la démarche que vous devez prendre et qui vous permettra d'aboutir vers le résultat. Alors, quelle est la clé de Alice qui a été choisie pour le chiffrement de César?
7, ce n'est pas 7. Donc, la valeur n'est pas 7. Oui, la valeur 8, elle est bonne. Mais comment vous avez trouvé le 8? Bon, approach, c'est ce que tu proposes, c'est vrai que c'est correct, mais tu ne bénéficies pas du calcul, puisqu'on vous dit utiliser le tableau ci-dessus. C'est-à-dire que tu dois utiliser le tableau. Le tableau, il n'y a pas les puissances de 12. Il y a les puissances de 13. Donc, c'est vrai, selon la méthode, c'est correct. Mais tu n'utilises pas le tableau, alors que dans l'exercice, on vous dit utiliser ce tableau. Là, il suffit juste d'analyser un peu ce qui a été dit. Vous pouvez facilement utiliser le tableau et en déduire la solution, je dirais, sans faire aucun calcul. Directement, vous pouvez avoir vos résultats sans pour autant faire aucun calcul. Donc, le tableau qui ici donne les différentes valeurs de calcul, il suffit de l'utiliser. Et ça vous permettra de retrouver le résultat sans faire aucun calcul de puissance ni quoi que ce soit. C'est l'usage du tableau. Effectivement, ouais, c'est quelqu'un qui a trouvé la réponse. Donc, Abaoud, donc qui a donné la bonne réponse. Donc, c'est une réponse qui s'inspire de l'usage du tableau, sans plus. Alors, on y va. Donc, pour la première, je dirais, réponse. Alors, comment Bob il va retrouver la clé? Ça va être 13 à la puissance 15. Alors, 13 à la puissance 15, comment on arrive à la trouver? Tout simplement, c'est que Bob, lui, sa clé, c'est 5. Donc maintenant, ce qu'on n'a pas, on n'a pas la clé secrète de Alice. Or, j'avais dit, en utilisant directement le tableau, vous pouvez trouver la clé de Alice. Regardez ici ce qui se passe. Alice, elle envoie vers Bob cette valeur YA égale à 12. YA, c'est quoi? YA, c'est Y à la puissance XA. Donc ici, je vais exploiter le tableau pour dire ici quelle est la valeur de puissance de 13 qui me donne 12. Donc là, en parcourant le tableau, hop, je vois 12. 12, quelle est la puissance qui donne 12? C'est 3. C'est-à-dire que XA de Alice, c'est 3. Alors, la valeur secrète partagée en utilisant Diffie-Hellman, c'est quoi? C'est Y à la puissance XA, XB. Donc là, je déduis XA, c'est 3. XB, c'est 5. Donc 3 fois 5, c'est 15. Ça veut dire que la clé serait Y 13 à la puissance 15. Donc 13 à la puissance 15, le voici. La valeur, c'est 8. Et donc là, je n'ai fait aucun calcul. Donc j'ai utilisé le tableau
Et ça m'a permis effectivement d'avoir le résultat. Et donc ce premier résultat qui est donné, c'est la valeur de 13 à la puissance 15 qui donne 8. Donc ça veut dire que vous prenez ce message-là et vous faites un décalage de moins 8, puisque celui-là il a été chiffré par la valeur 8. Donc le déchiffrement, c'est par la valeur de moins 8, et ça vous permettra de trouver ce message. Et donc là, c'est la méthode qui vous permet effectivement de pouvoir trouver la clé de chiffrement et automatiquement de pouvoir s'en servir par la suite pour retrouver le message en clair. Donc ça, c'était pour la première question. Alors ensuite, la deuxième question, c'était le certificat. Donc ça, c'est une question, on va dire, du cours. Donc, quelle est l'utilité du certificat? C'est échange et authentification de la clé publique du propriétaire. Donc, c'est une manière de pouvoir informer l'autre de la clé publique et en même temps d'être sûr qu'effectivement, cette clé appartient au propriétaire. Pourquoi? Parce qu'on a vu que dans le certificat, il y a une signature qu'on peut vérifier et cette signature, elle fait référence au contenu du certificat. Or, dans le contenu du certificat, vous avez je dirais, le propriétaire, sa clé publique, et ensuite l'organe qui a défini, qui a produit ce certificat, et le tout est haché. Et donc, une fois qu'on reçoit le certificat, on peut vérifier le haché, on peut vérifier la signature, et donc ce qui nous permet de dire qu'effectivement, voici, je dirais, le propriétaire et la clé publique et son propriétaire. Donc là, quand on veut distribuer cette clé, il suffit de distribuer le certificat et de la même manière, on est sûr que cette clé publique appartient bel et bien au propriétaire. Donc ça, c'était le but de l'usage du certificat. Alors, ici, dans la question suivante, ce qu'on avait dit, Alice utilise elle choisit d'utiliser avec sa clé privée et donc par la suite le résultat est envoyé en chiffrant la clé et avec le message chiffré. Comment Bob arrive à déchiffrer non, ça c'était la deuxième. Donc ici, elle utilise sa clé et bien entendu, elle va sa clé privée qu'elle va chiffrer avec la clé choisie. Alors bien entendu, juste avant, on vous donne les données. Donc il faut avoir ici, voici les données. Donc Alice, elle a sa clé publique qui est 3 et elle a le modulo, c'est 187. Donc Alice, pour pouvoir faire l'opération de chiffrement, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit utiliser sa clé privée. Donc ici, le problème que vous devez résoudre en premier, c'est de retrouver la clé privée de Alice. Donc là, retrouver la clé privée de Alice consiste à suivre la démarche au niveau de l'algorithme RSA. C'est comment on va calculer la clé privée à partir de la clé publique et du modulo. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Donc il suffit de l'appliquer à la lettre, ce qui vous permet effectivement de pouvoir retrouver la clé privée
Donc, automatiquement, vous êtes obligé d'utiliser la décomposition du modulo n en facteur premier, ensuite de calculer la fonction phi de n, et ensuite, à partir de phi de n et de la clé publique E, grâce à l'algorithme d'Euclide étendu, vous allez pouvoir calculer la clé privée de Alice. Et donc ça, c'est le premier préalable que vous devez faire, c'est de calculer effectivement votre clé, je dirais, privée. Donc, première étape, calculer la clé privée. Donc, vous avez les données et à vous de calculer votre clé privée. Alors, quelle est la valeur de la clé privée de Alice? Donc, c'est un calcul que vous devez faire. En première étape, c'est de prendre le modulo, de le décomposer, calculer phi de n, ensuite calculer d à partir de E et phi de n. Donc, c'est de la sorte que vous arrivez par la suite à pouvoir retrouver cette solution. Alors, la décomposition déjà de 187. 187, c'est très facile de voir qu'il est divisible par 11, et donc c'est 11 fois 17. Donc, vous trouvez la décomposition de phi de n, de n. Ensuite, phi de n, c'est p-1 fois q-1. Donc, c'est 10 fois 16, ce qui donne 160. Ensuite, à partir de là, vous allez pouvoir calculer le D. Puisque D, c'est quoi? C'est l'inverse de E modulo phi de n. Et donc, vous allez pouvoir l'utiliser grâce à l'algorithme d'Euclide étendu. Et ça vous permettra de trouver le résultat. Donc, voici les étapes. Vous avez le n. Il est décomposable, c'est 17 fois 11, donc ce qui nous donne 160. Ensuite, D, c'est quoi? C'est l'inverse de E, modulo de n. Donc, c'est l'inverse de 3, modulo 160. Quand vous faites les calculs, vous devez trouver 107. Donc, ça, c'est pour la question préliminaire qui permet de trouver D en utilisant la décomposition et l'inverse. La même chose, je dois la faire par la suite. Pourquoi? Parce que je vais l'utiliser aussi pour Bob. Donc, c'est la même chose. La décomposition de 55, c'est 5 fois 11. Donc, ça donne 40. Et vous calculez l'inverse de D. C'est l'inverse de 27 modulo 40. Vous allez trouver 3. Donc là, ça nous a permis déjà de connaître les clés privées de Bob et de Alice. Les deux, puisqu'on a toutes les données, on arrive à faire les calculs nécessaires.
Alors, la question qui suit après, c'est vous avez un résultat. Donc, l'élément qui a été trouvé, c'est quoi? C'est vous avez ça. Bob a reçu ça. Ben, comment il arrive à effectivement réaliser, je dirais, ce déchiffrement. Donc, celui-là, il a été chiffré par la clé secrète qui a été choisie par Alice. Celui-là, c'est quoi? C'est la clé, c'est le résultat de la clé secrète qui a été chiffrée par la clé privée de Alice. Donc, Bob, comment qu'il va faire? Eh ben, il va prendre ce résultat, il va faire le calcul 2 à la puissance EA, puisque ce 2-là, c'est quoi? C'est une valeur X qui a été calculée sur la base de X à la puissance DA. Et donc, pour retrouver le X, il suffit de faire l'exponentiation avec EA. Donc, si vous faites cette opération, qu'est-ce que ça vous donne? 2 à la puissance EA, c'est 3. Et donc, ça vous donne 8. Et donc, celui-là, il suffit d'utiliser César avec la clé 8 et ça vous permettra de retrouver ce message en clair. Donc, celui-là, quand vous faites le déchiffrement, vous allez arriver à ce mot-là qui est délivrance par rapport à ce schéma. Donc, ça, c'est pour répondre à la question. Donc, c'était une première question qui permet de, je dirais, de trouver la solution sur la base du protocole qui a été convenu entre Alice et Bob. Donc, Alice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle choisit une clé secrète de César. Ça permet de chiffrer un message. Ensuite, elle chiffre cette clé de César avec sa clé privée. Et donc, automatiquement, Bob, comment il peut trouver cette clé? Il suffit qu'il déchiffre avec la clé publique de Alice. Et ça permettra effectivement de retrouver cette clé. Et donc, on y arrive à trouver la solution. On passe à la question suivante. Donc là, on a tous les ingrédients de tout à l'heure. On a calculé la clé privée d'Alice et on a calculé la clé privée de Bob. Alors, dans la question suivante, c'est quoi? On vous dit, avec ce mécanisme de chiffrement, c'est comment on arrive à pouvoir retrouver le message. Donc, au départ, Alice, voici ce qu'elle fait. Elle a un message X, elle le chiffre avec sa clé privée. Et le résultat, il est chiffré avec la clé publique de Bob. Alors, ce message-là, quand il arrive à Bob, donc qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, tout simplement, pour éliminer cette puissance, Bob, qu'est-ce qu'il fait? Il suffit de la mettre, il suffit de faire l'exponentiation avec dB. Et donc là, vous voyez que toute cette quantité à la puissance EB dB, ça va s'éliminer. Ça, c'est le principe de chiffrement qui consiste à dire, si tu chiffres, ensuite tu déchiffres, tu obtiens le message. Donc, j'obtiens ce message-là grâce à cette puissance. Ensuite, ce qu'il trouve, c'est XDA. XDA, pour l'éliminer, il suffit de le mettre à la puissance EA. Donc, DA et EA vont s'éliminer, ce qui donne X. Et donc, ça, ce qui permet de répondre à la question pour dire, quand le message est reçu par Bob, comment il fait pour pouvoir retrouver le message en clair? Donc, pour pouvoir retrouver le message en clair, donc c'est ce cheminement-là. Cette partie-là, c'est la partie qui est effectuée par Alice. Donc, c'est une manière d'exprimer l'action qui a été faite par Alice. Ce message, une fois qu'il arrive à Bob, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il commence à éliminer ce premier EB, donc il suffit de multiplier par la puissance dB. Donc, ça va s'éliminer, ça donne uniquement cette partie. Cette partie-là, pour éliminer cette puissance, donc il suffit de la mettre à la puissance EA. Et donc, ça permet de s'éliminer, ce qui donnera le X. Et donc, ça, c'est l'application, à vrai dire, de l'algorithme de RSA. Parce que dans l'algorithme de RSA, qu'est-ce qu'on fait? Donc, quand on fait à la puissance EA, par la suite, on met le résultat à la puissance DA.
Donc là, les deux puissances vont s'éliminer puisque les deux, l'un est l'inverse de l'autre. Et donc, automatiquement, ça permettra d'éliminer cette puissance. Et donc, lui, il va éliminer ces puissances, justement, en faisant ce schéma-là, ce qui permet de retrouver la valeur X. Et là, ça veut dire que dans l'exemple qui va suivre, donc, ce qu'on a, il y avait une question aussi intermédiaire avant d'y arriver à déchiffrer. On vous dit quel est l'intérêt de ce mécanisme qui est trouvé, c'est-à-dire Alice, elle a chiffré avec sa clé privée et ensuite le résultat lui-même, elle a chiffré avec la clé publique de Bob. Donc, quel est l'intérêt de ce mécanisme? Alors, si vous comparez par rapport au mécanisme précédent, donc dans le mécanisme précédent, regardez ce qu'elle faisait Alice. C'était le message chiffré, et là, c'est quoi? C'est la clé de chiffrement qui est chiffrée par la clé privée de Alice. Alors, ce schéma-là, si je vous dis que ce schéma-là n'assure pas la confidentialité, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Que ce schéma précis, il n'assure pas la confidentialité. Par contre, ce deuxième schéma, on dit qu'il assure la confidentialité. Alors, si vous regardez bien ici, cette clé de session qui a été chiffrée par la clé privée de Alice, ben, si quelqu'un intercepte ce message, il peut facilement le déchiffrer. Pourquoi? Parce qu'il a été chiffré par la clé privée de Alice. Donc, la clé publique, pour le déchiffrer, il suffit d'utiliser la clé publique, comme son nom l'indique. C'est une clé publique, ça veut dire que n'importe qui peut déchiffrer ce message et donc peut retrouver la clé de chiffrement et donc déchiffrer ce message. Et c'est pour cette raison qu'on a modifié ici ce schéma-là. Donc, ce schéma, il assure la confidentialité. Pourquoi? Parce que ce qui a été chiffré par la clé privée d'Alice, il a été chiffré par la suite par la clé publique de Bob. Et donc, cette quantité, seul Bob peut la déchiffrer. Pourquoi? Parce que seul Bob possède sa clé privée. Et donc, les autres, aucun d'autre ne peut déchiffrer ce message. Seul Bob peut déchiffrer ce message, ce qui nous permet d'assurer effectivement cette confidentialité. Et donc, ça, c'est ce schéma-là qui est proposé. Il permet d'avoir une confidentialité. Et la deuxième des choses, c'est quoi? C'est que tout ce message ne peut être déchiffré que par Bob, c'est-à-dire qu'il y a une confidentialité entre Alice et Bob. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est l'authenticité. C'est que Bob, quand il va déchiffrer donc cette partie, et ensuite il va déchiffrer l'autre partie, c'est le fait de déchiffrer par la clé publique de Bob. Donc il est sûr que c'est Alice qui a envoyé, parce que seule Alice qui a pu chiffrer ce message. Et donc, quand il utilise sa clé publique, il va déchiffrer ce message. Et donc, ce schéma-là, il nous assure les deux caractéristiques qui sont la confidentialité et l'authenticité. Alors, on passe à la question suivante. Donc, la question suivante, c'était pour voir si vous avez retenu ce qu'il a été fait. Donc ici, ce qu'on a montré. Alors voici la suite. Donc ça, c'est le mécanisme de chiffrement. Alors Bob, il reçoit ça. Ce message, ce couple. Donc ça, c'est le message chiffré avec la clé secrète. Ça, c'est la clé secrète qui a été chiffrée selon ce mécanisme, c'est-à-dire chiffrée par la clé privée d'Alice
ensuite chiffré par la clé publique de Bob. Et donc, vous avez ça, c'est de retrouver le message en clair. Et donc, pour retrouver le message en clair, ça veut dire que vous êtes obligé de trouver la clé de session qui a été utilisée. Bon, alors la session, elle va s'arrêter tout de suite. Donc, je vais arrêter et je reprends tout de suite pour continuer. Et donc là, c'est-à-dire, prenez note de ce message-là et avec la valeur. Donc, ce qu'il faut, c'est d'appliquer la méthode qu'on vient de voir, comment Bob arrive à déchiffrer. Donc, ça vous permettra de pouvoir retrouver la clé de chiffrement grâce à cette valeur, en suivant le mécanisme qui a été défini tout à l'heure, pour dire comment Bob arrive à déchiffrer la clé, pour pouvoir, bien entendu, l'utiliser par la suite. Donc, l'usage, par la suite, il devient plus simple, étant donné qu'on a un chiffrement de César qui est très simple à faire. Dès que vous avez la clé, vous pouvez facilement déchiffrer. Et donc, je vais remettre la solution pour retrouver la clé et ça vous permettra effectivement de pouvoir l'utiliser pour arriver à d'autres résultats. Donc voici le mécanisme. Donc pour pouvoir retrouver la clé, c'est de suivre ce cheminement-là. C'est-à-dire, vous faites ça, ensuite, vous faites ça, et vous pouvez retrouver. Donc, ici, dans notre cas, ici, c'est quoi? C'est vous remplacez le x par 2, puisque c'est la valeur qui a été retenue. Donc, ensuite, vous avez, à vrai dire, ça, c'est le x qu'on cherche, c'est pas 2. Nous, ce qu'on a, tout ça, c'est la valeur 2. Donc, cette valeur 2, on va suivre ce cheminement-là, se dire ce qu'on va faire, tout ça, qui est la valeur 2, on va la mettre à la puissance dB. Ensuite, ce qu'on retrouve comme résultat, ça veut dire tout ça, on va le mettre à la puissance E. Et ça nous permettra de trouver X. Donc, c'est l'objet de l'exercice pour pouvoir retrouver la clé de session. Donc, vous avez toutes les valeurs ici, puisqu'on les a calculées tout à l'heure. Donc, vous avez la clé publique, la clé privée, la clé publique, la clé privée, de part et d'autre pour Alice et Bob. Donc, ce que vous avez besoin pour l'utiliser, c'est la clé privée en premier de Bob que vous allez utiliser. Une fois que vous retrouvez ça, vous utilisez la clé publique de Alice et ça vous permettra de retrouver votre valeur qui est recherchée. Donc ça, c'est pour pouvoir y arriver à résoudre votre problème. Donc, en procédant à ces calculs pour pouvoir retrouver la valeur. Alors, les calculs ne sont pas très compliqués. Là, vous avez ici un calcul à faire. Donc ça, c'est simple, puisque la puissance, elle est petite, 3. Donc c'est la valeur, la puissance 3. Par contre, ici, c'est vrai que la puissance, elle est augmentée. Regardez, c'est 107. Donc là, vous êtes obligé d'utiliser ce qu'on a vu dans le cours, l'exponentiation modulaire rapide. Et donc là, c'est de décomposer cette valeur de puissance en puissance de 2. Et donc, ça permettra d'aller un peu plus vite pour faire les calculs. Et donc, ça vous aidera pour retrouver le résultat. Alors, j'attends la réponse de votre part pour vérifier le résultat.
Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est vous recevez la valeur de 2. Donc, il faut la mettre à la puissance des 2b, donc ce qui donne 8. Ensuite, ce résultat-là, il faut le mettre à la puissance EA. EA, c'est quoi? C'est 107. Donc, ce 107. Moi, je vous donne le résultat, mais vous pouvez l'utiliser. Ça, c'est 107 qu'il faut le décomposer en puissance de 2. Les puissances de 2, c'est quoi de 107? C'est 96. Ensuite, plus 8, plus 2, plus 1. Donc, ce qui donne 107. 107 qui peut être décomposé comme ça, c'est 96, plus 8, plus 2, plus 1. Et donc, là, ça donne 107. Et donc, il suffit d'utiliser les puissances à chaque fois. 8 à la puissance 2, à la puissance i, etc., au fur et à mesure. Et ça vous permettra de retrouver le résultat. Donc, vous allez trouver 2. Et 2, vous allez le faire par rapport à la question. Vous allez trouver la réponse qui est finale. Donc, ça, c'est pour l'exercice 1, qui était, je dirais, un panorama des questions qui ont été déjà vues dans le cours à travers les différents éléments. Alors, on passe maintenant à l'exercice 2. On vous donne une architecture. Donc, le LAN 1, c'est le réseau des serveurs accessibles de l'extérieur et de l'intérieur de l'entreprise. Donc, voici le LAN 1, c'est celui-là. Donc, il est constitué d'un ensemble de serveurs qui peuvent être accessibles à partir de l'intérieur de l'entreprise, à partir de toutes ces parties-là, comme il peut être accessible de l'extérieur, c'est-à-dire via Internet. Donc là, essayez de noter cette architecture parce que les questions vont découler par la suite pour pouvoir répondre aux questions. Donc ça vous donne une idée. Donc, dans cette architecture à retenir, on a 3 routeurs. Le routeur 1, c'est celui-là, qui fait office d'interface avec Internet. Le routeur 2, c'est lui qui fait office entre le LAN 2 et le LAN 1. Et le routeur 3 qui fait office entre le LAN 3 et le LAN 1. Donc ça, c'est globalement, si on veut analyser cette architecture. Dans l'exercice, on vous dit dans quel routeur doit-on implanter les règles de filtrage dans chacun des cas suivants. C'est-à-dire que vous répondez par oui ou non. Il suffit de cocher ici. Donc, ici, ça veut dire que vous avez ce tableau-là que vous devez remplir. Donc, l'idée, c'est de mettre oui, si ou non, comme vous pouvez cocher ou ne pas cocher la case. Donc, la première, c'est quoi? C'est permettre aux utilisateurs internes et externes d'accéder au serveur HTTP, FTP et SMTP du LAN 1. Donc, pour permettre aux utilisateurs internes et externes, on va faire intervenir quel routeur. Donc là, c'est évident, il suffit de voir cette architecture et donc de dessiner un peu les flux. Vous pouvez retrouver les différents éléments. Dans la deuxième question, permettre à la machine administrateur d'accéder aux différents LAN. Et donc, ça, par rapport à l'architecture, ça vous permettra de déterminer effectivement les routeurs qui sont impliqués au niveau de l'administration. Et dans le troisième cas, permettre aux utilisateurs du LAN 1 d'accéder à Internet. Donc ça, c'est la première question. Ensuite, on vous dit compléter le tableau suivant, permettant aux utilisateurs externes d'accéder au serveur HTTP du LAN 1 et permettant aux utilisateurs du LAN 1 d'accéder au serveur web externe. Et donc là, ça veut dire que vous êtes obligé de mettre les règles qu'il faut pour pouvoir remplir ce tableau-là. Donc là, on a ce qu'on veut ici, donc qu'il va falloir l'exprimer sous forme, je dirais, de règles. Alors, pour le premier
je dirais, les réponses, elles sont évidentes. Donc, dans la première, quels sont les routeurs qui sont impliqués? C'est évident, c'est les 3 routeurs. Pourquoi? Parce que ça vous permettra à tout le monde de pouvoir accéder à ces serveurs, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Et donc là, si vous voyez l'architecture, l'extérieur, c'est quoi? Ça vient via le routeur 1 et vers les serveurs. De l'intérieur, vous avez 2 parties. Ça veut dire que vous avez une partie du LAN 2 et le LAN 3. Donc le LAN 2, ils vont vers le routeur 2 pour aller ici, et ceux-là, ils vont vers le routeur 3 pour aller vers cette partie. Et donc, ce qui permettra effectivement de dire que la réponse, ça induit je dirais, les trois routeurs. Celle-là qui permet de dire permettre à la machine administrateur d'accéder aux différents LAN. Donc, selon la précision voici d'administrateur, il veut accéder aux différents LAN. Ça veut dire qu'il peut partir par là et aller vers le LAN 2. Il peut partir par là. Donc là, c'est pour les trucs, c'est direct, il n'y a aucun problème. Il est sur le même segment. Et pour aller au LAN 3, il passe par le routeur 3. Et donc, les routeurs qui sont impliqués, c'est le routeur 2 et le routeur 3. Par contre, pour la dernière, permettre aux utilisateurs du LAN 1 d'accéder à Internet. Donc, ici, les utilisateurs de LAN 1, c'est-à-dire qui se trouvent sur ce segment-là, s'ils veulent accéder à Internet, donc ils passent directement par le routeur 1 uniquement. Donc, ça, c'est ce qui donne la réponse pour la troisième partie. Maintenant, dans la deuxième question, qui consiste à dire compléter le tableau suivant, permettant aux utilisateurs externes d'accéder au serveur HTTP du LAN 1 et permettant aux utilisateurs du LAN 1 d'accéder au serveur web externe. Donc là, ça veut dire que vous devez remplir des règles de filtrage et qui permettent effectivement de pouvoir autoriser ce genre de flux au niveau de votre architecture. Alors, je rappelle que quand il y a l'accès à un serveur, automatiquement, il va y avoir 2 flux, donc un flux sortant et un flux rentrant. Donc, pour chaque accès, c'est d'avoir ces 2 flux qui sont entrants et sortants, qui permettent de répondre aux besoins de cette communication. Et donc là, vous avez 2 classes d'utilisateurs donc, qui vont accéder au serveur HTTP du LAN 1. Donc là, c'est ciblé et ça vous permettra effectivement de cibler le routeur qui sera utilisé et qui va contenir les règles en question. Et donc, pour répondre à la question, ça veut dire que vous devez mettre dans un tableau qui ressemble à ça, donc de faire les règles qui permettent de répondre à ce besoin-là. Donc, j'attends que vous mettiez vos propositions. Ensuite, je vous donne la solution concernant cette deuxième question.
Alors, voici le résultat. Donc, pour la première, c'était les 3 qui étaient impliqués. Pour la deuxième, c'était l'auteur 2 et 3. Et pour la troisième, c'était uniquement aux utilisateurs du LAN 1 qui permettent d'accéder à Internet, c'est uniquement le routeur 1. Donc là, vous voyez, ça vous donne une idée sur les règles du filtrage. Ça n'a pas été fait, et je dirais, regardez ici, les règles du LAN 1 permettent d'accéder au serveur externe. Donc ici, c'est le flux qui passe par le routeur 1. Donc implicitement, ça veut dire que vous avez le routeur 1 qui est impliqué. Et ça, vous allez avoir ce que j'avais dit, de flux. Alors, automatiquement, vous avez les adresses IP sources. Et donc, ici, par rapport au tableau, c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait noter l'architecture. Parce que vous allez utiliser les adresses. Donc, voici le HTTP, le serveur HTTP, voici son adresse. Et donc, permettre aux utilisateurs externes de pouvoir accéder à celui-là, ça veut dire que ça fait invoquer cette adresse. Regardez aussi, y compris le port de communication. Donc, vous allez effectivement trouver dans les règles de filtrage cette adresse, la voici. Donc, l'adresse IP source, on ne la connaît pas. Pourquoi? Parce que c'est des utilisateurs qui sont externes et donc qui vont vers cette destination. Et donc, le port source, en général, pour un serveur, quand il y a un client qui se connecte, en général, on choisit un port au hasard qui est supérieur à 1023 parce en dessous de 1023, c'est des ports qui sont dédiés à des services particuliers. Le port destination, il a été donné dans le schéma, bien entendu, le protocole TCP/IP est accepté. Donc, dans cette communication, on sait qu'il y a deux flux, un flux entrant et un flux sortant. Et donc là, par la suite, on inverse les adresses pour dire à partir, ça, c'est pour pouvoir recevoir les requêtes vers le serveur. Et ça, c'est les requêtes qui, effectivement, vont provenir du serveur vers le client, donc qui est une adresse inconnue. Le port source, c'est 80 et l'autre, c'est un port. Donc, ce qui permettra de faire ça. Par contre, pour la deuxième question, c'était permettant aux utilisateurs du LAN 1 d'accéder au serveur web externe. Donc là, on a les adresses, je dirais, du LAN 1. Là, c'est ce qu'on a mis ici. Ça, c'est 193 95 33 0. Donc, le 0 qui permet de dire c'est l'adresse du segment lui-même. C'est celui-là. Donc, le LAN 1, ça, c'est une adresse de diffusion, de broadcast qui permet d'utiliser tous les postes qui sont connectés au LAN 1. Donc, ils vont pouvoir aller vers l'extérieur. Et donc, on a la règle en question. Donc, à partir du LAN 1, on va y aller vers l'extérieur. Donc, vers l'extérieur, une adresse inconnue et qui permet effectivement de pouvoir se connecter vers un port de destination 80, c'est-à-dire c'est des adresses qui se trouvent sur Internet, sur des ports de communication. Et bien entendu, avoir un truc qui est inverse, c'est-à-dire le flux inverse. Et bien entendu, ça, on a donné uniquement les règles d'une manière générale. Et donc, si on veut préciser encore davantage, on est obligé de prendre ces règles par rapport au routeur qui est impliqué. Donc, ce routeur qui est impliqué, on va dire, c'est le premier routeur. Donc, ce qu'on peut dire, on peut affiner. Donc, prendre au départ une adresse
d'interface, à partir du LAN 1 vers l'interface ici, et ensuite à partir de cette interface externe vers le LAN 1. Donc là, si on prend le routeur 1, on peut raffiner. Là, ce qu'on a exprimé, on a exprimé juste les règles d'une manière générale par rapport à la question. Et si on veut raffiner, on doit aller vers et remplacer ces règles pour dire là, ça va y aller de cette interface vers l'extérieur. Et une fois qu'on a des requêtes, ça va être cette interface vers les éléments de notre réseau qui sera impliqué. Donc, ceci termine l'examen donc, qui a été fourni. C'était ça l'examen d'une manière générale. Et bien entendu, ces règles-là, on doit la compléter avec une règle ici de refus implicite, donc qui permet de compléter la solution. Donc, je vous dis, c'est la fin. Et donc, à la prochaine, c'est-à-dire pour l'examen, une fois qu'il sera déterminé et qu'il sera entre la date du 6, 7, plutôt 7, 8, 9 juin, ça va être l'examen final. Donc, vous pouvez toujours réviser pendant toute cette période.